Salut à toutes et à tous. Le Bénin est tout proche de son retour en Coupe d'Afrique des Nations après 2 absences, notamment au Cameroun en 2022 et en Côte d'Ivoire cette année. Une victoire face aux Amavubi Stars du Rwanda ce mardi qualifie directement les Guépards pour la 5e fois de leur histoire à cette grande messe du football continental. Guénot Roy et ses hommes parviendront-ils à s'offrir les 3 points face aux Rwandais et dans le cadre de la 4e journée de ces éliminatoires? On fera le débat autour de cette interrogation sur ce plateau avec mes consultants. Et puis la liste des échéances en vue pour le Bénin. Les préliminaires du championnat d'Afrique des Nations 2025 pointent à l'horizon. Les Guépards locaux défient les éperviers locaux du Togo au premier tour entre le 25 et le 27 octobre prochain. La question qu'on se pose, quelles sont les chances du Bénin pour s'offrir sa toute première qualification au CHAN? Outre le football, bien d'autres disciplines sont au rendez-vous ce soir dans le Maracana, où nous recevons ce soir le meilleur buteur de la première édition de la Coupe du Monde de Maracana. Il s'agit bien de Séverin Afouda, joueur de la sélection béninoise de Maracana. Mon consultant ce soir sur ce plateau, c'est Prosper Vondianko. Il est journaliste sportif à Radio Cap FM. Prosper, bonsoir. Bonsoir Candide et bonsoir aux téléspectateurs de Canal 3 Bénin. Merci d'être des nôtres ce soir. C'est un plaisir. En face de vous, Narcisse Alocet de la rédaction sportive de Canal 3 Bénin qui m'accompagne dans la présentation ce soir. Narcisse, bonsoir. Bonsoir Candide, bonsoir à tous les téléspectateurs. Comme d'habitude, nous commençons notre émission hebdomadaire par la rubrique Fil Info. Si la régie est prête, c'est parti pour les 52 bonnes minutes de ce rendez-vous sportif. Allez, le football, c'est d'abord les éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations 2025. On jouait depuis la semaine écoulée les 3e et 4e journées. Et nous allons d'abord nous intéresser au Bénin qui enchaîne avec une 2e victoire dans cette campagne, Narcisse. Oui, je dirais même une belle victoire, 3-0 réussi vendredi dernier à Abidjan face au Rwanda et le Bénin qui a commencé un succès, le Bénin a commencé par dessiner en première période de jeu. Vous allez le voir sur ces images avec cette ouverture du score signé Steve Mounier dans un domaine où il excelle sur un corner tiré par Jodel Dossou. L'ex-Brestois s'élève plus que toute la défense rwandaise et reprend de la tête la balle au fond. On défilé, 2e réalisation en 3 matchs dans cette compétition pour Steve Mounier qui soigne ainsi ses statistiques sur le tableau du classement des buteurs en sélection nationale. En seconde période de jeu, Andreas Huntondi qui est entré en cours de jeu en lieu et place de Jodel Dossou fait le break sur une frappe tendue. Vous allez le voir à la suite de cette action, à l'entrée bien sûr de la surface de réparation, après avoir fixé son vis-à-vis. 2e but donc pour le cadet Huntondi sous la tunique nationale, et vous allez le voir juste après. Admirer d'abord ce but du break signé Andreas Huntondi est juste derrière, sinon dans le dernier quart d'heure de cette rencontre. Et bien Imoran Hassan, à la suite de cette action justement, signe le 3e but sur un geste d'attaquant. Le sociétaire de l'Autopopo participe ainsi à la fête de la bande de techniciens franco-allemands qui tape encore, vous le disiez tantôt, aux portes d'une phase finale de Coupe d'Afrique des Nations, la 5e de son histoire. La 5e de son histoire. On va justement parler de cette belle performance des Guépards du Bénin au stade Félix Houphouët-Boigny en Côte d'Ivoire. C'était vendredi dernier. Prosper Vondianko. Le Bénin s'impose par 3 buts d'écart face au Rwanda dans le cadre des éliminatoires, sinon de la 3e journée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations. Une victoire qui fait, s'il faut le dire ainsi, du bien au groupe de Guénot. Absolument, parce qu'on a vu ça il y a très longtemps. On a vu ce score-là il y a très longtemps. Donc je pense que ce serait à domicile que Cotonou va bouger un peu. Tout le Bénin va bouger, mais bon, c'est une victoire, on l'accepte. Et je pense que les joueurs ont vraiment donné de la volonté et ils ont joué avec de l'engagement, la détermination. C'est vrai que
ce n'est pas suffisamment encore ça, parce que dans le jeu, le Bénin n'avait pas forcément possédé le ballon. On va revenir dessus. Mais déjà, c'est une très belle victoire, et ce serait à domicile que ça ferait beaucoup plus de bien au public béninois. Même si déjà on est content et on touche déjà à la clé qui va ouvrir la porte d'une qualification qui nous manque depuis bientôt 5 ans. En d'autres termes, on va dire que le Bénin a reçu à domicile les Amavubi Stars du Rwanda. Pour vous, qu'est-ce qui a été la clé des Guépards du Bénin dans cette rencontre? Ben, juste l'envie, c'est ce que j'ai noté, l'envie de jouer une CAN, l'envie de montrer quelque chose. Et il y a surtout la jeunesse du groupe. Vous savez, il y a beaucoup de jeunes qui sont en sélection, qui veulent avoir leur place, qui veulent arracher une place, qui veulent vraiment voler la vedette à ceux-là qu'on imagine avec des titres fonciers en sélection. Donc ils veulent donner tout pour que leur place ne soit plus objet de débat désormais. Ils veulent avoir une place en sélection. Et ça se voit avec le groupe que nous avons. Vous avez vu l'entrée en jeu de Romari Kamoussou et de Ghislain Aoudou par la suite. Andreas Omutonji qui donne un peu de lui à chaque fois qu'il a de minutes. À la 53e voilà. minute, marque 14 minutes. Voilà. Et puis, vous avez déjà Junior Laitan qui prend un peu de poids dans la sélection. Et puis, les deux jeunes qui sont arrivés il n'y a pas longtemps, Dodo et Imouran, voilà, qui veulent avoir une place. On sent que la jeunesse est au pouvoir. Ils veulent avoir une place. J'ai l'impression que c'est cette envie qui a dominé cette rencontre. Juste une manière pour les jeunes de dire on n'a pas volé notre place, on est là parce qu'on mérite d'être là. Et surtout, ils veulent que leur nom soit inscrit en lettres d'or dans cette tanière des Guépards du Bénin. Comment est-ce que vous analysez cette victoire des Guépards du Bénin? Bon, belle victoire sur la forme. Maintenant, dans le contenu, il reste beaucoup de choses à dire. Et Prosper vient d'énumérer quelques-unes. Moi, je dirais que désormais, il faut travailler dans le sens d'avoir un projet de jeu. Parce que quand on prend l'ensemble de la rencontre, je parlais de contenu, dans aucune phase de jeu, eh bien, les Guépards n'ont pas aligné 5 passes. Je me suis justement amusé à regarder le match dans ce sens. Et on dirait que le ballon brûlait les pieds des joueurs béninois, abandonnant bien sûr le jeu. Au Rwandais, il a fallu quelques, je ne vais pas dire concours de circonstances, mais les nôtres ont été réalistes devant les buts. Résultat, ils ont réussi à marquer 3. Donc, fondamentalement, il faut dire que l'équipe a compensé ses carences par ses qualités physiques. Dans tous les duels pratiquement, les Béninois ont été présents. Donc, ils ont compensé les carences techniques par leur qualité physique. D'ailleurs, il y a un potentiel athlétique dans cette équipe, on l'a toujours dit. Quand vous prenez des garçons comme Mohamed Tidjani, Olivier Verdon et même Cédric Hontonji, sans oublier Steve Mounier, c'est des garçons d'un certain gabarit, donnant à cette équipe un potentiel athlétique qu'elle exploite bien jusque-là. Justement, Prosper 7, le Bénin gagne avec 3 buts d'écart, mais au-delà de l'euphorie de la victoire, comment est-ce que vous analysez cette performance des Guépards? N'y a-t-il pas des choses, sinon vous avez tantôt commencé par l'énumérer, quelles sont les choses qui ont manqué aux Guépards du Bénin dans cette rencontre? Ben, c'est vraiment l'identité de jeu dont parlait Narcisse. Il faut avoir une philosophie. Il y en a qui décident. Quand vous prenez par exemple, c'est trop dit de comparer le Bénin à des équipes européennes comme la France et autres. Les gens choisissent de garder le ballon. Et dans ces conditions, quand vous prenez les équipes du Maghreb, ici chez nous en Afrique, c'est ça qui tue le football de l'adversaire. Parce que vous ne jouez pas, vous n'avez pas le ballon. Et quand vous n'avez pas l'expérience qu'il faut, vous vous énervez et vous perdez le fil de votre match. Donc il y en a qui décident de vous énerver, d'énerver l'adversaire sur le terrain en procédant par possession, en gardant le ballon au pied, en alignant des passes suffisamment. Et dans ces conditions, l'adversaire ne se retrouve plus. Soit l'adversaire commence par multiplier des fautes et ça tourne à votre avantage, soit vous réussissez à casser les lignes pour aller créer le danger devant. Donc on n'en a pas encore, on n'a pas cette identité-là. C'est vrai que les techniciens nous diront que ce n'est pas du jour au lendemain que ça vient, c'est à force d'aligner un groupe cohérent avec un peu de jeu ensemble que ça peut arriver. Mais là, déjà, il faut travailler à cela. C'est une partie de jeu que les nôtres doivent développer. Nous savons que ce n'est pas facile en sélection parce que les joueurs ne sont pas tout le temps ensemble. C'est une sélection. Il faut revenir à 1 semaine, 2 semaines d'un match, 2 semaines, même c'est trop. Une fenêtre FIFA qui dure à peine 10 jours. Donc, c'est difficile d'avoir cette cohésion. Il faut vraiment travailler ça à fond pour pouvoir parvenir un jour. Garder le ballon, c'est une identité que certains choisissent d'adopter.
ou laisser l'adversaire jouer et puis procéder. Par contre, ce sont des identités que les gens adoptent. Donc, il faut travailler à quelque chose. J'ai l'impression que le Bénin n'en a pas. Est-ce qu'on joue en laissant le ballon à l'adversaire et puis procéder par contre? Est-ce qu'on possède le ballon pour tenter de casser les lignes et aller marquer? On n'en a pas forcément, pratiquement pas. Et là, c'est un travail à faire. Et je pense que c'est cette position-là qu'il faut adopter désormais en sélection. Les sélectionneurs doivent choisir. Je veux avoir telle équipe, je veux jouer telle, je veux miser sur soit la possession du ballon ou soit les contres. Donc, c'est des choses qu'il faut faire en tenant compte de la qualité des joueurs qu'on a en sélection. Si j'ai des joueurs qui savent bouffer la ligne, qui vont vite, comme Jodel dans un passé, si j'ai des joueurs qui ont de la vitesse, il faut que je laisse le ballon à l'adversaire et puis à chaque fois qu'on a le ballon, on contourne et puis on y va très vite. Donc, l'identité de jeu est très capitale. Il faut tout faire pour en avoir. Et quand vous jouez, on sait que voilà une équipe qui joue. Voilà une équipe qui joue. On a votre identité. On sait que c'est comme ça que vous jouez. Donc ça nous manque actuellement. Et je pense qu'il faut travailler à ça. La qualité athlétique, on en a suffisamment. Un peu plus maintenant que par le passé. Quand vous avez Mohamed Iyani en défense, j'ai comme l'impression qu'il y a une assurance qui se dégage autour de lui. Il a Cédric Moutondi qui a pris un peu l'expérience entre les deux. Et l'expérience. On a aussi Yohan Roche qui profite de la blessure de Kiki pour s'assurer désormais. Et rassurez-vous, c'est pas forcément son poste de prédilection, mais à force de s'adapter, il commence pas à s'en sortir. Quand vous avez vu son match, c'est moins de fautes techniques. Il arrive à s'en sortir. Je pense que ce sont ces assurances-là qui font que les jeunes arrivent beaucoup plus. Et c'est là que je salue le rajeunissement de l'équipe d'ailleurs. Les jeunes avec un peu d'insouciance, avec un peu de volonté d'avoir de place. Et ça nous profite. Maintenant, travaillons à avoir une identité. Et quand vous jouez, on sait que c'est vous qui jouez comme ça. Parce que une équipe qui n'arrive pas à aligner 4-5 passes, c'est pas joli à voir. Et c'est risqué. Pas du tout. Alors ce qu'on va souhaiter surtout, c'est qu'il y ait une qualification de l'équipe à une phase finale de Coupe d'Afrique. Plus le groupe est ensemble, plus la cohésion se crée. Et on essaie bien sûr d'avoir un projet de jeu. C'est surtout la régularité qui crée ce qu'on dit la cohésion entre les joueurs. Et pour se qualifier, pour être parmi les premiers à se qualifier, le Bénin devra battre le Rwanda demain mardi, bien entendu, dans la capitale rwandaise. Il faut le dire aussi individuellement, quand vous prenez un garçon comme un junior au Lighton, il doit soigner son rendement. Je ne sais pas si vous nous sommes tous d'accord sur ce plateau. Il doit soigner parce qu'il a un bagage technique qui est au-dessus de la moyenne. Mais dans ses efforts, il est un peu éparpillé. Moi, je le trouve un peu éparpillé quand même. Le jour où il sera lucide dans ses choix, on peut le comparer à un certain Moriala Oumbi. Ça, c'est une réalité. Parce qu'il a tout ce qu'il faut. En milieu de terrain, c'est un joueur, entre parenthèses, un peu extraordinaire. Il est au-dessus du lot. On lit au Lighton un remplaçant fidèle pratiquement de Stéphane Sessegnon qui arrive à déjouer l'adversaire. Mais il ne fait pratiquement pas grand-chose avec le ballon. À chaque fois qu'il réussit quelque chose, on a l'impression que le garçon veut forcément envoyer le ballon au fond des filets. Il oublie qu'il est en équipe et que la victoire appartient à tout le monde. Donc c'est un peu brouillon dans son jeu. Et je pense que le technicien ne peut pas nous dire qu'il ne voit pas ça. Il faut travailler ça au niveau du jeune. Et justement, parlant du technicien franco-allemand Gernot, le Bénin joue demain à Kigali, le Rwanda, pour le compte de la 4e journée. Comment est-ce que Gernot doit s'y prendre avec ses hommes pour quand même réussir à s'offrir les 3 points? Donc bon, comme il a déjà fait, il a déjà osé en donnant du temps de jeu aux jeunes. Il peut continuer à le faire comme ça aussi. C'est vrai que nous tous, on a envie d'éviter les calculs de dernière minute. Donc on veut sauver les meubles rapidement pour être libre les 2 dernières journées. Mais ça n'empêche pas qu'on essaye encore des choses, qu'on prenne encore des risques, qu'on tente encore. Il a appelé 25 joueurs, tout le monde ne peut pas jouer 7, mais on peut continuer par essayer, on peut continuer par prendre des risques. Je pense que tous les jeunes qui sont appelés savent ils sont là pour donner quelque chose et donc continuer à essayer. Il a un groupe, on ne parle plus de blessés et tout le monde est en forme et tout le monde se retrouve actuellement, tout le monde peut être utilisé et là il faut vraiment oser. C'est un technicien, il a le bagage qu'il faut, il connaît son groupe, mais ça n'empêche pas que nous fassions des analyses et là ça demande qu'il continue de tenter l'impossible comme il le fait jusque-là, parce que là on a l'impression qu'il a pris le risque d'envoyer des jeunes au front et ça lui marche. Donc qu'il continue comme ça, en essayant des jeunes, ça peut changer beaucoup de choses. Qu'il continue avec cette dynamique. Narcisse, voyez-vous les Guépards remporter cette rencontre demain face aux Amaboubista?
Vous savez, un match de football a une dose d'aléa. C'est 90 minutes. C'est 90 minutes de réalité. Mais l'avantage ici pour le Bénin, c'est déjà l'identité de l'adversaire. Un adversaire que le Bénin connaît pour l'avoir joué à plusieurs reprises, connaît forcément ses points forts et ses points faibles. C'est déjà un avantage qu'il faut exploiter. Maintenant, Prosper disait tantôt, il faut oser créer d'autres choses pour que les 2 dernières journées soient, comme quelqu'un le dit, des matchs amicaux pour le Bénin. Ce sera d'ailleurs historique parce que sinon, quand on prend les 4 premières phases finales de Coupe d'Afrique des Nations que le Bénin a joué, jamais le pays n'a été qualifié avant. Été arraché à la dernière journée. C'est toujours la dernière journée. Maintenant, si aujourd'hui on est aux portes déjà d'une phase finale, c'est déjà historique ce que ces messieurs ont fait. Maintenant qu'ils finissent en beauté le travail. Qu'ils finissent en beauté le travail. Dernière question sur ce sujet, Prosper. On a vu dans cette rencontre du vendredi les Guépards être dominés par les Rwandais. Est-ce qu'au regard de cet état de choses, on ne peut pas se poser des questions sur le fait qu'il peut y avoir des embûches, sinon des goulets d'étranglement demain face aux Guêpes du Rwanda? Tout est possible dans un match de football. Et l'entraîneur des Amavubi reconnaissait quelque chose. Il disait en conférence de presse qu'il faut faire attention aux corners parce qu'il y a des joueurs béninois qui sont très forts dans les airs. Notamment, il parlait de Steve Mounier, oui, qu'il faut éviter les corners. Et c'était d'ailleurs sur un corner que le Bénin avait ouvert la marque. Donc déjà, c'est un point fort que l'adversaire craigne quelque chose chez vous, que l'adversaire puisse vous tenir sur quelque chose. Et dans ces conditions, vous imaginez combien les défenseurs vont jouer frein en main pour ne pas envoyer les ballons en corner. C'est déjà quelque chose. Psychologiquement, le Bénin semble être au-dessus. Pour avoir gagné 3-0 un match, on est un peu au-dessus. Et c'est pas une même rencontre d'ailleurs. C'est vrai, les autres seront à domicile, vont jouer face à une équipe, on va dire, ils vont jouer un peu la revanche pour dire on va essayer de leur rendre la monnaie et comme ça va être un peu 50-50. Mais là, je pense que c'est bien possible. Il faut remobiliser la troupe, il faut parler aux jeunes, il faut leur donner la confiance nécessaire. Et tout est possible dans un match qui dure 90 minutes. Et demain, mardi, à partir du 17h00 pour cette rencontre entre les Guépards du Bénin et les Amavubi Stars du Rwanda. Nassis, on va poursuivre avec Fil Info. Dans l'autre match du groupe D, le Nigeria s'est difficilement imposé devant la Libye, score final 1-0. Tout à fait, les Super Eagles qui ont su éviter bien sûr le piège des chevaliers de la Méditerranée dans les ultimes instants de cette rencontre. Vous allez le voir sur ces images grâce à Fissao Dele Bassirou. C'est lui qui a inscrit l'unique but de la rencontre au bout de cette action. Voilà le but nigérian face aux Libyens justement. Mais derrière, nos voisins de l'Est ont vécu une mésaventure sur le chemin du retour en Libye. Vous allez toujours le voir sur ces images. Les vice-champions d'Afrique ont passé la nuit à l'aéroport de Tripoli parce qu'abandonnés par les autorités libyennes. La guerre psychologique avant donc l'explication sur les rectangles verts. D'ailleurs, le capitaine des Super Eagles a donné les détails de cette mésaventure sur sa page Facebook. Nous allons vous montrer le test qu'il a posté, William Trustekong, qui dit, citation, plus de 12 heures dans un aéroport abandonné en Libye après que notre avion ait été détourné. Pendant la descente, le gouvernement libyen a annulé notre atterrissage autorisé à Benghazi sans aucune raison. Ils ont verrouillé les portes de l'aéroport et nous ont laissé sans connexion téléphonique, sans nourriture ni une boisson. Tout cela pour jouer à des jeux d'esprit. Fin de citation. Voilà ce que le capitaine nigérien a posté juste après cette mésaventure. Prosper, triste nouvelle, sinon situation inquiétante pour les Super Eagles du Nigeria qui étaient contraints de rentrer, sinon ils ont voulu boycotter le match retour après cette fâcheuse situation. Comment est-ce que vous voyez cette situation? Je pense qu'on va pas pleurer sur la situation des Nigériens. Ils sont coutumiers de faire aussi. Ce que vous faites, vous faites. C'est un adage. Ce que vous faites, vous faites. Oui. Ils sont coutumiers de faire. Rappelez-vous, les Libyens n'ont pas passé de beaux jours au Nigeria. Hein. Ça n'a pas été aussi très très facile pour eux. Donc c'est une monnaie malheureusement
qu'on est en train de leur rendre comme ça. C'est vrai, ça ne fait pas bonne image pour le football africain du tout. Mais là, le Nigeria est coutumier des faits. Les Béninois peuvent en témoigner. Quand l'équipe du Bénin était allée jouer, votre avion va atterrir dans un aéroport où vous avez besoin des heures, sur des heures pour rejoindre le terrain de match. Et je ne sais pas pourquoi c'est comme ça. Et on va vous faire traverser par voie terrestre toute la nation pour aller jouer quelque part. Ils sont coutumiers des faits. Donc, je pense qu'on ne va pas pleurer sur leur situation. Ils doivent s'en prendre à eux-mêmes. Vous ne pouvez pas... C'est vrai, c'est pas bon pour le football africain, mais vous ne pouvez pas faire quelque chose aux autres et leur demander d'être gentils avec vous tout le temps. La guerre psychologique aussi passe par là. Donc, c'est pas trop bien. Ce n'est pas une situation à encourager, mais les Nigériens n'ont qu'à se poser les vraies questions. Est-ce que nous aussi, on n'a pas quelque chose à voir dans ces situations aussi? C'est pas évident que que les Libyens décident de faire ça. Non, c'est sûr que ils ont été marqués à leur passage au Nigeria et ils veulent rendre la monnaie, même si ça a été pas forcément bon. Vous voulez dire que c'est une réaction à une action? Oui, forcément. Parce que j'ai vu des images aussi où les Libyens n'ont pas passé de bons moments au Nigeria. Ils ont traîné aussi dans les aéroports comme ça aussi et difficilement le match a eu lieu. Donc, on ne va pas souhaiter ça, mais il faut que la CAF réfléchisse à ces situations. Il faut que la CAF prenne ses responsabilités, que des équipes ne souffrent pas si on nous parle des heures sur des heures à l'aéroport sans manger. Vous voyez des joueurs professionnels de leur rang qui dorment dans des conditions comme ça. C'est pas joli à voir. Donc, c'est la CAF qui doit prendre ses responsabilités pour que la situation s'arrête. Nassi, ce n'est pas la première, cette situation-là vécue. Prosper en parlait tout à l'heure. Le Nigeria est coutumier des faits, si on peut le dire ainsi. Après, on a vu plusieurs autres situations du genre, mais qui ne soignent pas forcément l'image du football, surtout africain. Tout à fait. Ce n'est pas facile d'aller jouer au Nigeria en tout cas. Du tout. Ça, c'est connu de tout, du moins ceux qui ont déjà essayé de jouer contre le Nigeria, que ce soit l'équipe nationale ou bien un club nigérien, ce n'est pas facile. Maintenant que les Nigériens et les Libyens agissent ainsi, je dis ce n'est pas une bonne image du football africain. On en a vu dans un passé récent aussi la situation du Gabon en Gambie. Je ne sais pas si vous vous rappelez. C'est une image similaire. On ne va pas encourager, mais que les gens jouent le ballon sur le rectangle vert au lieu de transporter le jeu dans des conditions pareilles. On a vu les images, bien entendu, sur la page Facebook des Super Eagles du Nigeria. Et quelque part, il dit qu'ils n'ont pas d'internet à l'aéroport, mais il a réussi à poster des images sur Instagram. Il a réussi à utiliser Facebook. Pourtant, ils sont privés d'internet. Après, on reviendra dessus. Après cette situation fâcheuse, les Super Eagles du Nigeria ont décidé de boycotter le match retour, si on peut le dire ainsi. Ils sont déjà rentrés, sinon ils sont déjà sur le sol nigérien. Et puis après, on a lu ce communiqué de la Confédération africaine de football, la CAF, dit avoir saisi son jury disciplinaire pour enquête après les expériences troublantes et inacceptables vécues par l'équipe nationale de football nigériane, les Super Eagles du Nigeria en Libye. Bien entendu, la Confédération africaine de football a pris contact avec les autorités libyennes et nigérianes après avoir été informé que l'équipe nationale de football du Nigeria ainsi que leur staff technique ont été retenus dans des conditions inquiétantes pendant plusieurs heures à un aéroport où les autorités libyennes les auraient invités à atterrir. L'affaire a été soumise au jury disciplinaire de la Confédération africaine de football pour investigation et des mesures appropriées seront prises à l'encontre de ceux qui ont violé les statuts et règlements de la Confédération africaine de football. On voit déjà oui, que ça aille jusqu'au bout, parce que ça doit s'arrêter. Ça commence pas à devenir trop. C'est pas normal. Et c'est en Afrique que vous entendez des choses comme ça. On détourne un avion qui doit atterrir à un endroit A, et puis après, il faut traverser par voie terrestre. C'est des joueurs professionnels qui jouent dans des conditions bien meilleures ailleurs et qui rentrent sur leur continent, qui doivent traverser des situations comme ça. C'est pas beau. Donc, que la CAF aille au bout de ces enquêtes, parce que souvent, c'est des choses, on vous parle d'enquête, mais après, plus rien. Donc, moi, je souhaiterais que ça aille au bout, qu'on sache vraiment où est-ce que ça n'a pas bien tourné, qui a fait quoi, et s'il y a des sanctions, que les sanctions tombent. Et là, ça va s'arrêter. Si la CAF prend ses responsabilités une fois, jusqu'au bout, je pense que ça va s'arrêter. Les autres fois, ça ne se passerait pas comme ça.
Allez, on va changer de sujet, on va tourner cette page. Et sinon, restez collés à cette actualité des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations à 6. On connaît quelques pays qualifiés pour ce rendez-vous prévu pour se dérouler au Maroc en 2025. Tout à fait, mais avant de vous délivrer bien sûr l'identité de ces premiers qualifiés, il faut quand même faire le point du groupe du Bénin. Malgré cette mésaventure, eh bien, le Nigeria reste leader de ce groupe D avec 7 points. Voilà, après ces trois premières journées, en attendant bien sûr sa 4e journée. Le Nigeria leader avec 7 points, suivi du Bénin et non l'Égypte. Nous avons eu une erreur dans notre... Voilà. Donc c'est le Bénin qui est en 2e position avec 6 unités. Après, bien sûr, 3 journées, suivi du Rwanda, son adversaire, de demain, et la Libye qui ferme la marche. Voilà, venons-en au tout premier qualifié de cette Coupe d'Afrique des Nations, bien en plus du Maroc qui est pays organisateur traditionnellement qualifié d'office. Eh bien, on compte 3 nouveaux pays qui ont été qualifiés sur le terrain à l'issue bien sûr de sinon au cours de cette 3e et 4e en journée. Et ces pays, ce sont le Burkina Faso, l'Algérie et le Cameroun. Les Lions Indomptables ont composté leur billet ce soir face aux Harambee Stars du Kenya, qu'ils ont dominé à l'issue de cette 3e et 4e journée. Après l'éclatante victoire 4-1 obtenue quelques jours plus tôt à Douala, eh bien, les quintuples champions d'Afrique ont fini le travail ce soir avec un nouveau succès, 1-0 en déplacement cette fois-ci. Voilà, on va dire que la performance est presque identique pour l'Algérie qui a été sans pitié face au Togo, notre voisin de l'Ouest, qu'elle a battu par le score de 6-1 sur l'ensemble des 2 rencontres, 5-1 en Algérie et 1-0 ce soir. Sur ces images, vous allez voir l'unique but algérien inscrit sur penalty, voilà, par Raimi Ben Sebaini sur penalty au stade de Kégué. L'Algérie et le Cameroun rejoignent ainsi le Burkina Faso, premier qualifié sur le terrain pour cette CAN, après bien sûr son double succès réussi face au Burundi à l'issue de cette 3e et 4e journée de ces éliminatoires. 4-1 à l'aller et 2-0 au retour. C'était hier. Alors, Nassis, dites-nous que prévoit le reste du calendrier de cette 4e journée des éliminatoires. Oui, d'abord, il faut dire qu'il y a de tous ces pays qualifiés. Quand on tire les enseignements de cette 3e et 4e journée, il faut dire qu'il y a des confirmations, mais aussi des surprises. Il y a par exemple un monument qui est en difficulté. Je vais parler du Ghana. Le Ghana qui est en difficulté dans ces éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations sur 9 points possibles. Eh bien, les Blastars n'ont réussi à engranger 2 pour le moment. Pour le compte de cette 3e journée, eh bien, ils ont été contraints au nul, 0 but partout à la maison par l'équipe du Soudan. Vous allez le voir sur ces images. Malgré d'innombrables occasions de but, eh bien, ils n'ont pas réussi à mettre la balle au fond des filets, même avec des noms ronflants tels Jordan Ayou, Thomas Partey, Antoine Semeyo, Mohamed Salissou ou encore Mohamed Koudous. Ils n'ont fait mieux qu'un nul, 0 but partout en milieu de semaine. Résultat autre qu'un succès demain face au même Soudan les condamnerait pour ce festin continental. Voilà ce que nous pouvons dire. Mais Prosper, ce monument du football africain est en difficulté. Oui, c'est la preuve que on est roi tout le temps que si on continue de travailler. Si vous abandonnez un peu, vous perdez votre place rapidement. Le Ghana, j'ai l'impression que le Ghana a abandonné un peu le football. On n'entend plus parler de ces clubs. Les Ghanéens n'existent plus suffisamment dans les championnats du côté de l'Europe, comme c'est le cas par le passé, où on les retrouvait partout, comme ce Brésil d'Afrique. Mais les Ghanéens ont perdu un peu de leur qualité. Et le football local aussi, pratiquement la même chose. Jusqu'à ce qu'on nous dise que le Ghana a failli ne pas avoir de terrain pour abriter ces éliminatoires. C'est bizarre, c'est difficile à entendre. Qu'on dise que le Ghana doit aller jouer ses matchs loin de ses terres. Donc c'est la preuve qu'on a tout abandonné. On n'a plus poursuivi avec le même élan, la même volonté. Et puis voilà, peut-être que le Ghana a choisi d'autres priorités
a choisi d'investir dans d'autres choses que dans le football. Et dans le football. Et les résultats sont là. Donc, c'est un exemple à ne pas suivre, parce que le football peut aussi apporter à un pays, le football est pourvoyeur d'emploi aussi. Ce que le Ghana fait aujourd'hui n'est pas un exemple pour moi, jusqu'à ce qu'on ne dise que le grand Ghana n'a plus de stade. Et les résultats que nous observons depuis la CAN en Côte d'Ivoire, le Ghana qui a été éliminé à l'étape des huitièmes de finale, le Ghana qui, dans ses éliminatoires, en 3 journées, n'a eu que 2 points. Depuis la CAN 2019, s'il vous plaît. Voilà, le Ghana ne s'en sort plus pratiquement, où on confie toute une équipe, le destin d'une équipe à 2 frères qui n'ont plus forcément la même qualité que par le passé. Après, il y a des jeunes qui sont arrivés, mais à chaque fois, c'est la même chose. Ils brillent sur 2 matchs et puis après, on ne les voit plus. J'ai l'impression que le Ghana ne travaille plus. Le Ghana ne fait plus le football comme par le passé. Ces clubs ont disparu aussi sur l'échiquier continental. Les coupes CAF, la coupe CAF, la Ligue des Champions, on n'entend plus les Ashanti Kotoko, on n'entend plus ces clubs ghanéens, Dream, et tout ça. Tout est parti et je veux croire que le Ghana va revenir. Si éventuellement ils ont abandonné ce chantier, il faut qu'ils reviennent pour reprendre, pourquoi pas, leur place sur le continent africain. Oui, il faut le dire, c'est quand même étonnant pour un pays dont le football reste une tradition. Voilà, vous parliez des autres résultats de cette 4e journée. Eh bien, il y a eu 6 matchs au programme ce jour et vous allez voir les résultats à l'écran. 6 matchs et le dernier en cours actuellement oppose l'Eswatini au Mozambique. Mais déjà, il y a eu 5 victoires, dont 3 à l'extérieur. Outre le Cameroun et l'Algérie, eh bien la Guinée équatoriale aussi est allée gagner au Libéria. Score final 2-1. Le Zimbabwe a pris le meilleur 3-1 à domicile face à la Namibie. Et la Gambie qui a été victorieuse 1-0 à la maison en devant Madagascar. Pas mal de résultats pour le compte de cette journée. On a vu la Guinée équatoriale s'imposer à son adversaire et pas mal d'autres victoires d'ailleurs. On a vu également l'Algérie qui s'est offert, d'Assis on parlait tout à l'heure, l'Algérie qui s'est offert le Togo, le voisin de l'Ouest, qui malheureusement échoue pour cette course qualificative à la prochaine Coupe d'Afrique. Mathématiquement, les éperviers sont encore en lice parce que ils sont distancés par la Guinée équatoriale. La Guinée équatoriale compte 5 points, alors que le Togo vient derrière avec 2. Donc mathématiquement, ils sont encore en course. À eux maintenant de prendre les 6 points possibles qui restent face au Libéria et la Guinée équatoriale. Face au Libéria et la Guinée équatoriale. On va fermer maintenant cette page consacrée aux éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations Maroc 2025 et enchaîner. Nassis, on poursuit maintenant avec Fil Info et on reste avec les compétitions de la Confédération africaine de football. En prélude au championnat d'Afrique des Nations 2025, les Guépards locaux ont livré en fin de semaine écoulée un match amical de préparation. Tout à fait, un match amical qu'ils ont joué face à l'équipe de l'AS Police. Et il faut le dire, ils étaient en regroupement à Covey, c'est au centre du Bénin. Un match soldé par le score nul de parité, 1 but partout. Voilà. Les Guépards locaux qui se préparent pour le tour préliminaire du championnat d'Afrique des Nations. Oui, une autre échéance parmi tant d'autres en vue pour le Bénin. Prosper, le Bénin affronte au premier tour des préliminaires le Togo en double confrontation et le vainqueur de cette échéance sera face au Niger au second tour. Quelles sont aujourd'hui les chances du Bénin de passer les étapes et se qualifier enfin pour la toute première fois de son histoire au Tchad? Mais je pense qu'on a beaucoup plus de chances cette fois-ci que jamais. Vous avez par exemple Rodrigue Fassinou et Imran Hassan qui sont avec l'équipe A, qui peuvent revenir et jouer ici. Vous avez d'autres joueurs parce que je pense que le Tchad implique aussi des joueurs qui sont sur le continent. Oui. Donc le Bénin compte beaucoup de joueurs désormais sur le continent qui évoluent dans des clubs et qui arrivent à s'en sortir avec des Romari Kamoussou, Ibrahim Ogoulola qui joue en RDC. Vous avez le gardien de Remo Star, l'ancien de AS Cotonou, Sergio Bassa. Vous avez Dandinou qui est en Afrique du Sud. Vous avez le numéro 12 de la sélection A, Ghislain Aoudo, qui évolue du côté de la Tunisie. Vous avez Roland qui est en train de revenir au pays, qui peut compter aussi. Vous avez Gaston Mbedji qui est du côté de Al-Hilal, je crois, club soudanais. Donc il a du temps de jeu. Donc il y a de l'effectif désormais pour cette équipe locale. Il va falloir juste trouver la bonne formule pour savoir les utiliser. Et c'est pas la quantité qui fait la qualité. Il faut savoir désormais les utiliser, qui il faut à quelle place. Et je pense que on a plus de chances désormais de passer cette étape
le Togo et le Niger. Voilà, ce sont des pays, je ne veux pas être aussi humble que ça. On a un championnat désormais qui est au-dessus du championnat de ces deux pays, ma foi, pour ce que je vois de loin. Je pense qu'on a une chance de se tirer d'affaire. Voilà, on va enchaîner bien sûr avec les plus jeunes. Je veux parler de la sélection junior du Bénin qui, elle, a bouclé hier dimanche son deuxième stage de préparation en prélude au tournoi UFOAB qualificatif pour la CAN de la catégorie. Il a été question au cours de ce stage de procéder au dernier réglage avant leur départ pour la capitale togolaise où se tiendra la compétition du 17 au 31 octobre prochain. On va faire le point de ce dernier stage de préparation avec Candide Moueto sur cet élément. Dernière séance d'entraînement pour les Guépards U20 sur les installations du stade général Mathieu Kérékou de Cotonou avant leur départ pour Lomé. L'heure est ici au dernier réajustement pour la sélection junior du Bénin. Aux commandes, Vincent Roturo, manager général des équipes de catégorie d'âge du Bénin. Après une semaine de travail, le groupe est fin prêt pour le tournoi IFOAB, qualificatif à la prochaine Coupe d'Afrique des Nations des moins de 20 ans. On est prêt. On n'a pas d'excuses à trouver. Quand on démarre une compétition, on aurait toujours pu espérer un peu mieux en termes de préparation, on aurait toujours pu espérer un peu mieux en termes de moyens mis à disposition. Non, il n'y a pas d'excuses. Je trouve que et la fédération et le ministère, tout le monde s'est associé pour pouvoir mettre les joueurs dans de bonnes conditions. Les conditions, on a pu s'entraîner pendant toute une semaine sur le grand stade de l'Amitié qui a été entretenu. Moi je dis merci à tout le monde. Maintenant les joueurs, ils ont un job à faire. Défendre vaillamment la couleur nationale à Lomé à partir du 17 octobre prochain, c'est le défi qui attend les hommes de Vincent Roturo. Et au cours de ce dernier stage de préparation, ils ont fait montre d'une belle détermination et fait briller leur capacité à vite assimiler les choses. Je trouve que les joueurs ont faim. Plus on est avancé dans les séances d'entraînement de la semaine, parce que je pense qu'on se rapproche donc d'un tournoi qui est intéressant à jouer et qui est très important pour nous, le Bénin. Et je sens que les joueurs, ils ont pris goût aux entraînements, ils ont compris les axes que nous sommes fixés, ils savent exactement ce qu'ils doivent faire, et à titre individuel et à titre collectif. Donc vous savez, quand on vous distribue un jeu et vous connaissez donc les règles, il faut maintenant le jouer et tout donner pour le pays. Il faut se préparer au mieux, surtout en tenant compte de tous les aspects possibles pour augmenter les chances du Bénin dans la compétition. Et pour ça, le staff technique n'a pratiquement laissé aucun aspect. Commencer à passer sur des entraînements nocturnes parce qu'il faut savoir que le tournoi se joue à 19 h pour nos deux matchs qui ont été tirés au sort. Donc le premier match contre le Ghana et le deuxième contre le Togo. Donc il est important qu'on prépare les joueurs dans toutes les conditions. La délégation béninoise quitte Cotonou ce lundi 14 octobre 2024 pour rallier la capitale togolaise. Logés dans le groupe A, les Guépards U20 feront leur entrée en compétition face aux Black Stars du Ghana jeudi prochain à partir de 19 h. Soyez fiers. Il n'y a pas d'adversaire qu'on ne peut pas affronter. Et moi, de ce que j'ai vu, je pense que, de mon point de vue, la qualification est acquise. La qualification elle est acquise. On a vu des Guépards juniors à l'entraînement. Ils s'entraînaient là pour la dernière fois au stade général Mathieu Kérékou avant d'embarquer pour la capitale togolaise en prélude à ce tournoi UFOAB qualificatif à la prochaine Coupe d'Afrique des Nations de la catégorie. Prospère une autre échéance en vue pour le Bénin, les Guépards juniors qui étaient à la dernière édition de la Coupe d'Afrique des Nations des moins de 20 ans. Oui, c'est la bonne nouvelle parce que le Bénin est désormais aligné sur plusieurs tableaux. C'est la bonne nouvelle et il faut saluer les autorités qui font de plus en plus d'efforts pour qu'on ne manque plus des rendez-vous pour telle ou telle raison. C'est déjà bien.
mais c'est loin d'être acquis. Quand on parle de qualification, on est encore loin, parce qu'on va à une compétition, ce n'est pas un match, ce n'est pas deux, c'est 3 matchs de groupe, après le reste. Et vous savez que ce n'est pas tout le monde qui va être qualifié. Il y a une place, il y a 3 places, je crois, à prendre avec la nouvelle formule, je crois. Donc on a une petite chance, mais là on est encore loin. Il faut être médaille de bronze. Voilà, donc il faut travailler dur encore et encore. Les autres ne viendront pas vendre de l'eau, les autres viendront jouer au football aussi. Et là, ça va être du 50-50. Donc si on pense qu'on est déjà qualifié, c'est un peu trop dit. C'est vrai, c'est une façon de doper le moral des Guépards juniors. Mais là, il va falloir faire beaucoup attention, continuer à travailler aussi bien sur le terrain que dans la tête pour pouvoir faire le reste du chemin, qui, pour moi, ne sera pas facile. Ne sera pas facile, Nassis. On a vu ces Guépards là qui étaient à la dernière édition de la Coupe d'Afrique des Nations des moins de 20 ans. Cette fois-ci, ils s'engagent pour cette course qualificative à cette échéance-là. Ils auront à faire face au Ghana le 17 prochain, et puis après au pays hôte, le Togo, et ensuite face au Niger. Comment entrevoyez-vous cette compétition pour les juniors? Non, commencer les compétitions de jeunes par le Ghana, c'est toujours une appréhension. On connaît l'histoire du Ghana, même si le Ghana reste aujourd'hui un tigre en papier. Il faut quand même... c'est quand même le champion du monde de moins de 20 ans. Donc il va falloir prendre l'adversaire au sérieux. Il ne faut pas prendre le Ghana de haut. Parce que même si le pays est en difficulté aujourd'hui, ils ont une histoire, il faut les respecter dans ce sens-là. Et au niveau des catégories d'âge, c'est un pays, entre parenthèses, qui n'est pas encore complètement à terre, parce que les centres de formation au Ghana sont toujours en vogue, ça fonctionne toujours là-bas, et quand le centre de formation fonctionne, c'est que les catégories d'âge sont en bon état. Et là, il faut aussi prendre le Ghana, comme Nassis le dit, au sérieux. En champ de discipline, on va s'intéresser maintenant à la balle orange. Mauvaise nouvelle pour le Bénin au tour préliminaire du tournoi qualificatif au Basketball Africa League 2025. Nassis Elan Coton BBC du Bénin est éliminé au premier tour. Tout à fait, les champions du Bénin n'iront pas plus loin, dans cette course à la prochaine édition bien sûr du Basketball Africa League. Il s'arrête au premier tour avec une performance mitigée au terme de la phase de groupe. Elan Coton BBC enregistre un bilan de 2 défaites seulement et seulement une victoire en 3 matchs à disputer, opposés à leurs homologues du Spinach Knife du Ghana. Et bien, les Béninois s'inclinent sur un score de 69 paniers à 82. Après cette défaite, Elan Coton BBC s'est réveillé de son sommeil, je vais dire, pour s'offrir une victoire 74-69 devant Mighty Barol du Libéria au cours de la 2e journée de la compétition. Mais à sa 3e sortie, bien, le club béninois a sombré pour finalement s'incliner 66 paniers à 94, voilà, pour ABC Fighter de la Côte d'Ivoire. 2 défaites et une victoire en 3 sorties. Puis le club béninois termine en dernier et de son groupe, une dernière place qui l'élimine directement de la course à cette compétition. Difficile apprentissage donc pour Elan Coton BBC, champion du Bénin saison 2024. Handball maintenant, le 45e championnat d'Afrique des clubs champions se poursuit à Laayoune au Maroc. Sur les 3 représentants béninois en lice, Adidja Handball Club est déjà qualifié pour le tour suivant. Oui, les vice-champions d'Afrique et les vice-champions du Bénin sont assurés de disputer les quarts de finale. Contrairement aux champions en titre, ils iront chercher bien sûr leur qualification au cours de la dernière journée de la phase de groupe. Nous vous proposons ici le point de la performance des 3 représentants béninois dans cette compétition. Suivez. Sans grande difficulté, les militaires d'Adidja Handball Club du Bénin assurent leur place au tour suivant de la 45e édition du championnat d'Afrique des clubs champions à Laayoune au Maroc après seulement 2 journées. L'expérience est certainement l'un des atouts des vice-champions en titre du Bénin dans cette performance. Après sa victoire 56-28 face à Meshal HBC de l'Éthiopie, Adidja Handball Club a dominé ce samedi l'équipe de l'AS FA du Sénégal par un score de 43-25. Avec ces 2 succès consécutifs, les champions du Bénin saison 2023 sont qualifiés pour le second tour de la compétition.
affronte deux autres représentants du Bénin dans la compétition, Flowers CNSS goûte à la victoire après le nul 27-27 obtenu face à FAP du Cameroun à son entrée en compétition. Les champions en titre du Bénin se sont offerts leurs homologues du Raja du Maroc sur un score de 37-20 après avoir mené 15-9 à la mi-temps. Une victoire qui permet aux hommes du coach Aimé Sebio de se relancer dans la compétition et espérer une qualification au tour suivant. Ils défient ce mardi dans le cadre de leur troisième sortie de la phase de groupe leurs homologues de la Renaissance Don Bosco de Côte d'Ivoire. Chez les dames, l'apprentissage est bien difficile pour les filles de Flowers CNSS qui ont concédé ce dimanche leur deuxième défaite consécutive. Après s'être inclinées devant les filles d'Al-Khali 20-33 d'entrée en compétition, les championnes en titre du Bénin ont essayé de rectifier le tir hier face à leurs homologues de l'AS Togo du Congo-Brazzaville, mais sans succès. Elles vont s'incliner au bout d'un match intense qui s'est soldé par une défaite des Béninoises 20-23. Ce deuxième échec en deux sorties recale Flowers CNSS chez les dames qui jouera vendredi prochain le match de la 9e à la 10e place de la compétition. Allez, dernière ligne droite de cette émission, c'est bien sûr la rubrique exclusivité, petite transition et nous y sommes. En exclusivité, ce soir, notre invité, c'est Séverin Afoudavic, champion et meilleur buteur de la première édition de la Coupe du Monde de Maracana à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Séverin Afouda, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Félicitations. Merci beaucoup. Alors, vous avez été l'un des acteurs clés, sinon l'une des pièces maîtresses de cette prouesse de la sélection nationale de Maracana à cette compétition. Est-ce qu'avant la compétition, vous saviez déjà que vous serez l'une des pièces maîtresses de cette sélection? Bien, il faut dire que déjà au cours de la sélection, de la présélection, une fois que la chance a été assurée déjà et que je me suis retrouvé dans l'équipe, je me suis dit oui, c'est parce que j'ai une mission à faire et je dois tout faire pour accomplir cette mission. Alors je me suis dit, je dois tout faire et atteindre les objectifs et faire propulser l'équipe et faire tout possible pour que l'équipe puisse atteindre un niveau donné au cours de la compétition. Justement, parlant de cet objectif-là, comment est-ce que vous avez pu vous préparer pour cette échéance-là ensemble avec les autres guépards maracanais sélectionnés pour ce qui est de cette première édition de la Maramonte? Bien, et de par les efforts, les conseils de nos aînés qui ont été vraiment tout proches de nous, ils nous ont fait confiance. D'abord ça parce que faire confiance, ils nous ont donné vraiment la confiance, ce qui a fait que nous-mêmes là, on s'est dit oui, pourquoi ne pas montrer à ces aînés là qu'on avait en fait quelque chose à apporter à l'équipe. Donc de par leur confiance et les consignes, les conseils de nos coachs également, et ça nous a vraiment remonté le moral et on s'est donné à fond. Surtout qu'on savait que nous, les jeunes et les 3 juniors, on avait de grandes tâches à faire au sein de l'équipe, puisqu'il y avait la grande partie du travail et nous revenait à nous les juniors. Il fallait juste que cette confiance-là nous soit vraiment donnée pour qu'on puisse se retrouver en nous et tout ce qu'on avait à donner à l'équipe. Et justement, parlant de ça, comment est-ce que vous aviez eu à vivre tout ce parcours-là jusqu'en finale? Vraiment, quand d'abord tu es sur le terrain, tu vois toute une nation qui est là et qui attend un bon résultat et qui était là à vous encourager, ça nous donnait vraiment une grande motivation. Et sur le terrain, quand on voyait ces gens, ces personnes, nous-mêmes on se disait oui, il faudrait qu'on donne tout ce qu'il faut
pour qu'ils soient vraiment heureux de nous et très contents, parce qu'on savait également qu'il y avait la nation, c'est pas seulement eux autres qui sont là-bas, mais il y avait ici aussi au Bénin ceux-là qui nous observaient, qui nous regardaient. Et d'ailleurs, même quand on finissait les matchs, on avait plein de messages, des gens qui nous félicitaient, qui nous envoyaient des messages. On était vraiment contents, on avait envie de faire plus pour que la nation puisse être fière de vous. Oui. Justement, il faut... Avant peut-être votre prochaine question, je vais demander qu'est-ce que ça fait de battre l'équipe de la France. C'est vrai, c'est le Maracana, c'est pas le foot que nous connaissons, mais cette belle victoire du Bénin face à la France, ça vous a fait quoi? Je suis sûr que c'est le moment le plus marquant de la compétition pour vous. Vraiment. D'abord, avant d'aller jouer ce match, on savait que après ce deuxième match-là qu'on avait perdu, face à la Guinée, voilà, il fallait tout donner, parce que là, on savait qu'il n'y avait plus rien que de gagner ce match, et encore comment, avec un écart aussi de but qui allait nous permettre d'être qualifiés. Donc c'était vraiment quelque chose à quoi on s'était préparé, et comme je vous l'avais dit, les coachs, les aînés, ils nous ont vraiment remonté le moral, surtout nous les juniors, parce qu'ils se disaient que oui, si on devait être qualifiés, ce serait vraiment nous, les juniors, qui allions aider l'équipe. Et on savait que là, c'était une mission. Voilà. Et surtout le président de la Fédération béninoise de Maracana, Nassirou Saka, qui a mis les petits plats dans l'écran pour que l'équipe soit mise dans de bonnes conditions de préparation pour préparer cette compétition. Il faut aussi dire que vous avez été élu meilleur buteur de la compétition, je l'annonçais tout à l'heure, et sur pratiquement toutes les rencontres du Bénin, vous avez été élu meilleur joueur, si on peut le dire ainsi, montrer à nos téléspectateurs les différentes brûlures. Voilà, montrez-nous. Pas mal, il y en a beaucoup. 4 ou 5. Allez soulever les médailles. On va les montrer et les expliquer un peu. Ça, c'est la médaille d'argent. Soulevez bien. Oui, ça, c'est la médaille d'argent. Voilà. Ça, c'est les hommes de match. Les hommes de match. 4 formes de match sur pratiquement toute la compétition. Ouais. Sacrée performance de notre meilleur buteur, sinon de notre héros national. Voilà. Ça fait donc 5 médailles au total. 3 médailles d'homme du match. Et une médaille de meilleur buteur. Et puis ça, c'est la deuxième place. Oui, la médaille de vice-champion. Dites-nous quel a été votre secret. Et ça sera pratiquement la dernière question. Bon, le secret, c'est qu'on a toujours continué dans le travail. Et parce qu'on savait qu'il y avait un objectif. Et on se disait que oui, il faut vraiment se donner à fond. Et il y avait aussi, justement, c'est le moment de dire merci à notre cher président Saka, oui, qui vraiment a été de cœur avec nous. Toutes ces personnes-là qui nous ont fait confiance. Moi, tout se base sur moi, chez moi, tout se base en fait sur la confiance. Il faut d'abord faire confiance. Et là, le joueur lui-même se dira que oui, si on m'a fait confiance, c'est parce que... Il faudrait que je donne tout pour remplir celui qui m'a fait confiance. Justement, on va vous souhaiter bonne chance pour la suite de votre carrière et pour toutes les autres échéances auxquelles vous ne prendrez pas. Et surtout, félicitations à vous et à toute la sélection nationale de Maracana qui a fini vice-championne de la première édition de la Coupe du Monde de Maracana à Abidjan, en Côte d'Ivoire, sans oublier le président Nassirou Saka, l'un des principaux artistes de cette performance, mesdames et messieurs. Ainsi s'achève le rendez-vous sportif hebdomadaire de ce lundi 14 octobre 2024. Merci d'avoir été des nôtres et à lundi prochain pour un nouveau numéro de Canal Sport avec la rédaction sportive de Canal 3 Bénin. À bientôt.